D'abord, merci de m'accueillir à Amiens. C'est vrai que c'est un peu dur pour moi parce que j'étais en conférence en Algérie au milieu de la semaine et c'était pas tout à fait la même température qu'ici. Donc la question que nous allons essayer donc, de traiter ce matin, c'est dans quelle mesure le fait qu'il y ait des guerres est le résultat des conséquences de dynamique des populations. En même temps, et peut-être de façon un peu provocatrice, bon, je dirais en introduction que les guerres, parfois, peuvent considérer comme ayant eu une utilité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand nous avons des guerres qui débouchent sur de véritables paix, en soi, même si la guerre a été terrible, affreuse et meurtrière, c'est pas forcément toujours une mauvaise nouvelle. Je pense bien sûr tout de suite à la France avec nos 8 guerres de religion, mais qui se sont conclues par le traité de Nantes. Et malheureusement, il a fallu qu'il y ait ces guerres pour apaiser la situation. Alors, la question qui se pose est tout simplement de savoir si l'homme est un loup pour l'homme. Et effectivement, si l'homme est un loup pour l'homme, automatiquement, nous allons avoir des risques de conflits importants. Or, au fil de l'histoire, nous avons de très nombreux auteurs qui appuient cette idée, et donc il nous faudra la vérifier, c'est-à-dire en partant de l'hypothèse que l'homme est fauteur de guerre par son existence même, nous essaierons de voir si ceci se traduit dans la réalité des conflits. Et si notre réponse est négative, donc ce sera, vous l'avez compris, ma seconde partie, il faudra expliquer pourquoi. Donc l'idée que la démographie soit un facteur essentiel de conflit est une idée qui a été avancée tout au long, je dirais, de l'histoire de la littérature, puisque vous voyez que je vous cite là un auteur bien avant l'arrivée de l'ère chrétienne, et qui, donc, dans le latin de l'époque, nous dit homo homini lupus, donc la formule que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors pourquoi Plaute, déjà à l'époque, défend cette idée ? Tout simplement parce que, selon lui, chaque homme ne pense qu'à défendre ses propres intérêts, et ceci peut le conduire à faire du mal à ses semblables, et donc à déclencher des guerres. Pour citer un auteur plus récent, je citerai Thomas Hobbes, selon lequel, là aussi, la démographie est un facteur essentiel de conflit, tout simplement parce que les hommes sont toujours en proie à la vanité, à la jalousie, et la réponse qu'ils donnent pour surmonter leur jalousie, c'est de s'attaquer aux autres. Or, l'homme, malheureusement, est assez puissant pour tuer ses semblables. C'est la raison pour laquelle la formule de Thomas Hobbes est encore plus forte que celle de Plaute, puisqu'il parle d'une guerre de tous contre tous, ceci étant là aussi exprimé en latin. Donc si l'on suit ces raisonnements, vous voyez très bien que si l'homme est un loup pour l'homme, plus il y a d'hommes, plus il y a de loups, et plus il y a de loups, plus il y a des risques de guerre. Donc la démographie, dans la mesure où elle dénombre un certain nombre d'hommes, va mettre en évidence le nombre de personnes susceptibles d'avoir un caractère violent vis-à-vis de ses semblables. Or, chacun le sait, nous sommes aujourd'hui dans une incontestable croissance démographique, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de loups, selon le raisonnement précédent, une croissance démographique qui s'explique, je dirais aujourd'hui, disons, au XXIe siècle, par 3 raisons. D'une part, dans les pays qui n'ont pas fini leur transition démographique, par leur avancée dans la transition démographique, qui entraîne une multiplication de la population, c'est évidemment particulièrement le cas en Afrique subsaharienne. Dans d'autres pays, la croissance démographique s'explique, je dirais, principalement par l'augmentation de l'espérance de vie. Et puis, nous avons des situations, je pense à la Chine, où nous avons des effets d'inertie
qui explique que la population continue d'augmenter. Donc il en résulte que la projection moyenne, bien il s'agit d'une projection et non d'une prévision, à l'horizon 2050, nous conduirait donc au-delà de 9 milliards d'habitants, donc au-delà de 9 milliards de loups. Bon, cette croissance démographique, même si elle est ralentie, on peut considérer aujourd'hui qu'elle est ancienne, hein, elle a commencé à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où des progrès ont été réalisés en matière médicale, en matière alimentaire, en matière hygiénique, permettant de faire diminuer les trois grandes mortalités, mortalité infantile, mortalité maternelle et mortalité des enfants et des adolescents. Et donc face à cette croissance démographique, nous avons eu donc en particulier un auteur français qui a proposé une analyse des interactions entre le nombre des humains et les guerres. Il s'agit, vous le connaissez tous de nom, de Gaston Boutoul. Donc nous sommes en 1951 pour son principal écrit. Lui, il considère qu'en fait, les guerres, ce sont des régulateurs démographiques, puisque selon lui, les guerres ont l'avantage, si je puis dire, d'une part, d'entraîner directement des morts, et deuxièmement, de minorer la natalité dans la mesure où, soit parce que quand les troupes sont au front, eh bien, elles ne sont pas en train de vaquer à des occupations de couple qui pourraient conduire à la natalité, soit dans la mesure où les personnes soit sont mortes, soit ont des blessures telles que cela ne les conduit pas à avoir une descendance. Et effectivement, si on lit ce texte de Gaston Boutoul, alors là j'ai cité celui de 1970, nous voyons bien donc cette idée qui se concrétise, je dirais, malheureusement pour la France avec 1914-18, c'est-à-dire c'est 1 350 000 corps de jeunes hommes de sexe masculin, donc ce sont 2 millions de blessés, et d'ailleurs vous rappelez peut-être qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, nous avons eu un certain nombre de personnes qui ont souhaité mettre en place provisoirement la polygamie en France, puisqu'effectivement il y avait un déficit de maris potentiels compte tenu des conséquences dramatiques de la guerre à ce moment-là. Donc pour Gaston Boutoul, je dirais la messe est dite en quelque sorte, c'est-à-dire que quand vous avez inflation démographique, vous avez automatiquement une guerre totale qui permet en quelque sorte de limiter, voire d'annuler les effets de cette inflation démographique, voire d'engendrer une déflation démographique. Donc pour lui, le lien de cause à effet est évident, et ce lien de cause à effet, je le formulerai à ma façon, mais à partir de la thèse de Gaston Boutoul, sous forme d'un syllogisme. Le nombre des hommes dans le monde s'accroît, tout homme est source de conflit, donc la croissance du nombre des hommes multiplie les sources de conflit. Donc voilà la logique dans laquelle nous sommes, et donc face à ce raisonnement à la fois de Plaut, de Hobbes, et plus encore de Gaston Boutoul, parce que c'est lui qui a développé, disons, jusqu'au bout le raisonnement, il paraît évident que le nombre de guerres devrait ou aurait dû augmenter de façon homothétique avec la croissance démographique, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une corrélation parfaite entre l'augmentation des habitants sur Terre et le nombre de guerres. Alors face à ces théories des liens, donc guerre et population, essayons maintenant de regarder la réalité, autrement dit, de voir si ces théories sont vérifiées par une analyse approfondie de l'évolution du nombre de conflits. Il nous faut donc examiner les données, et pour cet examen des données, donc, je suis allé chercher une source indépendante
Il s'agit précisément donc d'un programme qui a été développé en Suède par l'université d'Uppsala, qui tient une statistique des conflits armés depuis 1950. Donc il recense les conflits armés en donnant aux conflits armés une définition extrêmement précise. Donc, selon cette statistique, il y a conflit armé s'il y a eu donc un rapport de guerre entre deux parties, dont au moins l'une est un gouvernement, et si dans l'année considérée, ce rapport de guerre a donné lieu au moins à 25 décès liés au combat. Vous voyez, c'est une définition quand même assez large, parce que 25 décès, c'est pas énorme, enfin c'est toujours trop, bien entendu, mais c'est pas énorme, et donc vous voyez tout de suite dans les événements qui ont pu se dérouler, ceux qui entrent bien dans cette catégorie. Donc, fort de la connaissance du nombre de conflits, j'ai essayé de voir donc s'il y avait une corrélation entre le nombre de conflits et l'évolution de la population du monde. Et voici donc le graphique que j'ai réalisé. Alors, je ne sais pas si la qualité technique n'est pas excellente, peut-être, j'espère que vous arrivez à le voir. Donc, j'ai tout simplement en rose ici l'augmentation de la population. Donc, vous voyez qu'en 1950, nous sommes à peu près 2,5 milliards, que donc à la fin des années 2010, nous sommes un peu en dessous de 7 milliards, et donc vous voyez une évolution continue du nombre d'habitants, même si le taux d'accroissement s'est ralenti à partir de la fin des années 1960. Concernant le nombre de conflits, on peut avoir l'impression, dans un premier temps, c'est-à-dire en fait jusqu'au début des années 1990, qu'il augmente de la même façon que la population. Sauf que on est bien obligé de constater une différence absolument majeure, c'est que la croissance de la population est continue, alors que l'évolution du nombre de conflits est discontinue. Donc il n'y a pas corrélation, et d'ailleurs on voit certaines années où il y a peu de conflits, vous voyez, 13 conflits, c'est 1955 si je vois bien, 53 ici, donc des variations extrêmement importantes dans le nombre de conflits. Si maintenant on approfondit, je dirais, la connaissance de ces conflits, eh bien la géopolitique nous enseigne que la plupart des conflits qui se sont tenus des années 50 au début des années 90 sont des conflits en fait qui concernaient les États-Unis et l'URSS. Certes, les États-Unis et l'URSS ne se sont jamais fait la guerre directement. En revanche, ils ont attisé nombre de guerres, dont les plus connues sont bien sûr la guerre de Corée, la guerre du Vietnam ou la guerre d'Afghanistan, mais aussi en Amérique latine et dans d'autres régions du monde. À chaque fois, c'est la rivalité entre ceux qu'on appelait les deux grands, qui est le facteur dominant explicatif d'un conflit sur telle ou telle région de la planète. Or, à partir du moment, et là nous arrivons donc au point maximum, à partir du moment où cesse cette période géopolitique, après la destruction du rideau de fer et donc après la fin de l'Union soviétique, eh bien, vous voyez que le nombre de conflits a considérablement diminué, puisqu'effectivement, ces pays n'avaient plus besoin d'attiser les conflits, soit les États-Unis en soutenant des régimes pour éviter que les pays deviennent communistes, soit l'URSS en attisant des conflits en souhaitant que tel ou tel pays devienne communiste. Or, cette diminution du nombre de conflits dans les années 1990 est même assez étonnante, puisque dans cette même période, selon la définition de l'université d'Uppsala, le nombre de gouvernements augmente. Donc, il y aurait pu avoir davantage de guerres. Bon, nous avons eu l'éclatement du RSS, en 15 républiques, si ma mémoire est bonne, l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, donc on a bien augmentation du nombre de pays susceptibles d'entrer dans la définition
du conflit. Alors, ceci conduit à essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse, et c'est à ce stade-là que j'ai pensé créer ce que j'appelle un indice démographique des conflits armés. C'est-à-dire en fait un indice qui permet de se rendre compte dans quelle mesure les conflits armés ont ou non un rapport avec le nombre des hommes sur Terre. Autrement dit, pour cet indice, je rapporte chaque année le nombre de conflits à la population dans le monde. Et ceci nous conduit donc à une deuxième courbe que vous voyez ici, c'est-à-dire que j'ai à la fois donc un rapport pour chaque année, donc avec un nombre de conflits rapportés donc à la population dans le monde. Donc vous voyez que là aussi il y a des variations significatives. Et pour qu'on puisse quand même essayer de voir la tendance, j'ai donc mis la courbe de tendance là que vous voyez en bleu. Cette courbe de tendance confirme ce que nous avons vu tout à l'heure, ce qui n'est pas surprenant bien sûr, c'est-à-dire l'indice démographique des conflits armés montre donc cette augmentation du nombre des conflits tant qu'il y a cette très forte rivalité entre les deux grands, puis une baisse du nombre de conflits après la fin de cette rivalité, puis une réaugmentation ensuite. Toujours est-il que ces différents éléments nous permettent de conclure dans une première partie qu'en ce qui concerne du moins la période qu'il est possible d'analyser, c'est-à-dire en gros les 60 ans qui suivent le milieu du XXe siècle, nous avons en fait aucune corrélation entre le nombre des hommes et la guerre, et donc ça veut dire que les thèses de Gaston Boutoul, les discours de Plaute ou ceux de Thomas Hobbes sont totalement infirmés par la connaissance des réalités. Ce qui signifie, dans une seconde partie, qu'il faut essayer de savoir pourquoi il n'y a aucune corrélation. Et pour cela, il nous faut en quelque sorte essayer d'éclairer une sorte de paradoxe, c'est-à-dire le fait que les guerres ne sont pas motivées principalement par des raisons démographiques, mais qu'en même temps la démographie est souvent utilisée comme argument par ceux qui souhaitent déclencher une guerre. Et ensuite, la démographie joue un rôle important dans l'évolution même de la guerre. Donc le premier point, pour comprendre cette absence de corrélation, cela nécessite de recourir à cette discipline que j'ai appelée donc la démographie historique, la démographie politique, qui met en évidence, par de nombreux exemples historiques, que nous avons connu des sociétés à forte croissance de population qui n'ont pas utilisé l'augmentation de leur nombre d'habitants pour aller faire la guerre avec leurs voisins, mais qui ont utilisé l'augmentation de leur nombre d'habitants pour faire des progrès techniques, pour améliorer la production agricole, etc. Bon, pour ne citer qu'un exemple, c'est grosso modo ce qui s'est passé dans la France du XIe au XIIIe siècle, très forte croissance démographique. Face à cette très forte croissance démographique, eh bien, les hommes ne sont pas devenus plus belliqueux. Par contre, c'est à ce moment-là que nous avons tous ces aménagements du territoire, et par exemple tous les aménagements de la Bourgogne. Donc effectivement, quand nous traversons la Bourgogne et nous avons l'impression qu'il s'agit de paysages naturels, ce ne sont pas des paysages naturels, ce sont des paysages qui ont été façonnés par l'homme au moment où ils ont souhaité améliorer les possibilités de vie et de production dans cette région. Et toute l'histoire nous enseigne que, en fait, les guerres ont surtout une dimension idéologique. Je n'ai pas besoin de citer toutes les différentes guerres de ces dernières années, cela est évident. Simplement, je citerai un exemple qui est souvent assez peu connu, puisque parmi
une des guerres qui malheureusement n'est toujours pas terminée aujourd'hui, il y a la guerre de Somalie. Or, il ne s'agit absolument pas d'une guerre liée à des différences d'ethnicité, puisque grosso modo, les Somaliens appartiennent à la même ethnicité. Donc on n'est pas dans la même logique que, par exemple, le conflit qui se déroule aujourd'hui au Soudan du Sud. Donc nous voyons bien à travers de très très nombreux exemples que à chaque fois la guerre est sous-tendue par un discours idéologique qui est donc fondé sur des pensées et non pas sur le nombre des hommes, même si on verra après que la démographie est parfois utilisée comme argument. L'autre élément qui explique peut-être aussi cette diminution du nombre de conflits dans les années 90 et dans les années 2000, c'est qu'un certain nombre de pays se sont rendus compte que le développement de la puissance ne se faisait pas nécessairement par des moyens militaires. Et donc, nous avons vu de très nombreux pays déployer ce qu'on appelle du soft power, c'est-à-dire, en fait, se faire valoir par l'utilisation de moyens non belliqueux. Bon, je donne quelques exemples. Le développement des instituts Confucius dans le monde est évidemment un moyen de puissance de la Chine sans utilisation de ses militaires. Le déploiement de Chinois en Afrique est dans la même logique. Ce ne sont pas les armées chinoises qui sont responsables de la montée de la présence chinoise en Afrique, mais c'est la montée de l'utilisation d'une puissance douce en utilisant donc les ressorts économiques du pays. Donc il est vrai qu'un certain nombre de dirigeants des pays savent qu'on peut influencer les pays voisins sans nécessairement recourir à la force militaire. En revanche, il est évident qu'un pays doit toujours tenir compte dans sa stratégie géopolitique de sa réalité démographique. Donc la stratégie géopolitique de Monaco n'est pas la même que celle de la Chine. La stratégie géopolitique des Émirats arabes unis n'est pas la même que celle de l'Iran, etc. Donc, autant, si vous voulez, la cause même de la guerre n'est pas nécessairement démographique, autant la connaissance de sa réalité démographique est évidemment un paramètre essentiel pour définir une stratégie géopolitique. Et là, donc, nous en arrivons au paradoxe, c'est-à-dire, bien que nous ayons, je dirais, prouvé ou démontré qu'il n'y a pas corrélation entre le nombre de conflits et l'évolution démographique, eh bien, la démographie est souvent utilisée comme argument par ceux qui veulent faire une guerre avec leurs voisins. C'est évidemment le cas d'Hitler avec sa notion d'espace vital, approfondi encore plus dans Mein Kampf, puisque Hitler explique que non seulement il a besoin de place, pense-t-il, pour les Allemands, mais en plus il considère qu'agresser la France conduira à une victoire relativement rapide dans la mesure où, à cette époque-là, la France est affaiblie démographiquement pour les raisons que nous savons. Donc nous avons ainsi une utilisation de la démographie pour justifier des guerres, et ceci entre souvent, je dirais, dans des théories raciales de la population, considérant que sa population a une valeur supérieure à celle du voisin, et donc il faut effacer la place du voisin. Troisième élément essentiel, c'est qu'à partir du moment où un conflit est ouvert, la démographie prend toute sa place. Elle prend toute sa place d'abord en raison du nombre.
concernant la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite simplement à relire l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Vous verrez combien il considère qu'un jour, la victoire contre Hitler sera gagnée, tout simplement parce que les peuples anti-hitlériens sont plus nombreux. Alors, ce n'est pas écrit aussi directement que ce que je viens de dire. Ils sont plus nombreux que les autres. Vous voyez la question de la Corée, où les États-Unis, enfin la coalition dirigée par les États-Unis, s'est trouvée contrainte d'arriver à un cessez-le-feu parce que ce sont des centaines de milliers de Chinois que Mao envoyait à la boucherie et qu'il en résultait que les règles normales de la guerre n'étaient plus respectées. Vous voyez bien sûr la question du Proche-Orient, qui est incontestablement une guerre démographique aussi, ou bien la question du Haut-Karabakh, pour ne citer que ces quelques exemples. Donc on voit bien un paradoxe dans ces interrelations entre démographie et conflit, dans la mesure où il faut conduire une analyse différente selon que l'on est avant la guerre ou selon que l'on arrive donc à une période pendant la guerre où les éléments démographiques prennent toute leur importance, ne serait-ce qu'en raison des moyens humains dont peuvent disposer les différents belligérants. Donc je dirais en conclusion, et pour laisser effectivement une place au débat donc, significative, que le résultat donc, de ces analyses, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre guerre et démographie, même si bien entendu les paramètres démographiques doivent être pris en compte en raison notamment de deux éléments en ce qui concerne le XXIe siècle. D'abord la question du vieillissement de la population, et l'on voit bien une certaine corrélation entre le vieillissement de la population dans certains pays et des budgets militaires qui ont été considérablement réduits. Bon, je vous renvoie à un papier que j'ai fait dans la revue Politique étrangère à ces sujets. Et puis, bien sûr, en ce qui concerne les pays qui sont encore en plein dans la transition démographique, eh bien, il y a toujours effectivement le risque que des gouvernants qui ne parviennent pas à satisfaire les besoins de leur population détournent l'attention de ces populations par des discours belliqueux, voire jusqu'à faire la guerre avec les voisins. Donc le risque, évidemment, il est toujours là, d'une utilisation de la guerre, alors qu'en réalité, d'un point de vue idéologique, le fondement n'est pas démographique, mais le fondement est plutôt une mauvaise gouvernance visant à trouver un détour pour que les populations continuent de reconnaître une légitimité à un gouvernement, et à ce moment-là, on détourne l'attention. Bon, c'est un phénomène extrêmement classique et extrêmement courant que l'on constate de la part, je dirais, de tous les pouvoirs à travers l'ensemble de la planète. Voilà ce que je vous propose, et je vous laisse la place pour le débat. Donc merci Monsieur Dumont pour cette démonstration très riche. Je pense qu'il y a des questions qui doivent arriver face à cette présentation par rapport au contexte actuel. Alors est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Merci. Vous avez présenté votre dossier à partir de conflits interétatiques. Est-ce que si on introduit les conflits qui sont des guerres à l'intérieur des États, et vous en avez cité certains, est-ce que le raisonnement est le même ? Alors, je vous remercie de votre question parce qu'elle me permet effectivement de préciser les conflits dont je parle ne sont pas que les conflits interétatiques. Il s'agit aussi des conflits à l'intérieur des États. La définition de l'université d'Uppsala,
c'est qu'au moins une des parties soit un gouvernement. Donc autrement dit, ce qui se passe évidemment aujourd'hui en Syrie fait partie des conflits. Ce qui se passe en Libye fait aussi partie des conflits. Donc ça comprend bien entendu, pour simplifier, on va dire, tous les types de guerre civile. Donc le raisonnement prend en compte l'ensemble des données. C'est ce qui est intéressant, vous avez tout à fait raison. Si ça n'avait pris que les conflits interétatiques, la faiblesse serait beaucoup plus grande par rapport au raisonnement. D'autres questions? Oui, bonjour, moi ça déborde un peu, c'est finalement un petit retournement, c'est-à-dire que par contre, les conflits qui ont lieu ont des conséquences démographiques, c'est-à-dire des gens qui s'en vont, des populations, et est-ce que ces conséquences démographiques, c'est-à-dire l'arrivée de réfugiés, je pense que par exemple au Liban, qui accueille pratiquement, je crois, 1 million de Syriens, etc., ne risque pas là de déboucher finalement sur des guerres. C'est-à-dire, est-ce que ces déplacements de population dus à ces conflits internes ou entre des États ne peuvent pas, à un moment donné, faire basculer des États qui auront le Liban, c'est un État très fragile, mais d'autres, peut-être la Jordanie, ou, etc., dans des conflits à cause de ces afflux de population. Alors, merci de votre question. En fait, vous avez tout à fait raison. Toute guerre conduit à des exodes de population qui cherchent à échapper au risque de se voir tués à l'occasion du conflit. Bon, ces exodes sont, pour simplifier, de deux natures. C'est-à-dire, soit il s'agit de civils qui cherchent un pays de refuge, tout simplement, sans avoir nécessairement l'aspect belliqueux, soit vous avez effectivement dans les camps de réfugiés des personnes qui organisent une milice. Or, les deux types existent. Bon, je citerai quelques exemples. Si vous considérez par exemple l'importance des talibans en Afghanistan, une partie de leur importance est liée à l'organisation militaire par les talibans des zones du Pakistan où ils étaient réfugiés. Si vous pensez aussi au conflit qui se déroule en ce moment en Afrique centrale, donc à l'est du Congo, là aussi c'est pareil, on a effectivement des camps de réfugiés avec en fait une organisation parfois militaire qui s'empare de ces camps de réfugiés, ce qui se traduit par des conflits, même si, en ce qui concerne le Congo, c'est un conflit qui est assez mal renseigné. On n'arrive pas vraiment à savoir, on sait, oui, qu'il y a des morts périodiquement, mais pour des raisons que je ne connais pas, je dois dire que les médias ne nous en parlent pas, mais c'est comme ça. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai, le risque existe. Maintenant, en général, malgré tout, l'exode, ce sont des populations civiles. Ce ne sont pas des populations militarisées. Et donc, à chaque fois, on ne devient pas, je dirais, militaire du jour au lendemain. Ça demande une préparation, ça demande un entraînement. Et ça demande souvent, donc, en fait, un pays qui soutient. Donc, si je veux évoquer dans les deux exemples que j'ai évoqués, c'est-à-dire la militarisation de certains Afghans dans des camps au Pakistan. Il est clair que cette militarisation, elle a été soutenue par le Pakistan pour que ces personnes retournent en Afghanistan et participent à la guerre civile qui se déroule aujourd'hui. Si je considère la militarisation d'un certain nombre de camps de réfugiés qui se trouvent par exemple en République du Congo, même si la situation est très complexe, on sait que certains sont en fait encouragés par le Rwanda, tout simplement dans la mesure où ils paient des membres de ces camps pour assurer le contrôle de ces camps.
pour être sûr que ces camps ne soient pas organisés contre eux, en fait, en quelque sorte. Donc il est quand même rare, j'essaie de réfléchir à tous les cas qui ont pu se dérouler, il est quand même rare, à mon sens, que l'on puisse avoir des réfugiés qui s'organisent tout seuls, sans soutien extérieur, notamment parce que le pays d'accueil, le plus souvent, ne va pas souhaiter que ces anciens militaires ou ces civils s'organisent. Bon, je prends deux exemples. Premier exemple, donc, la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Bon. Donc, on a 300 000 Français de religion protestante qui quittent la France pour aller dans plusieurs pays d'Europe. Bon, ils ont une activité purement civile. Et les pays qui les accueillent, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., s'intéressent pas du tout à ce qu'ils deviennent des militaires, mais bien au contraire s'intéressent à leur savoir-faire. C'est pour ça qu'ils sont très accueillants pour ces protestants, parce qu'en général, ils ont des compétences professionnelles qui sont supérieures à celles des pays qui les accueillent. Deuxième cas, qui est peut-être encore plus intéressant, c'est celui de la guerre d'Espagne. Parce que l'exode de la guerre d'Espagne donne lieu, certes, à l'arrivée de civils en France, mais aussi à l'arrivée de militaires. On a deux périodes très importantes. Donc 1937, où là ce sont plutôt des militaires républicains qui quittent le Pays Basque pour venir se réfugier en France, et début 1939, des militaires républicains qui quittent la Catalogne pour la France. Bon, la France les accueille dans des camps, dans des conditions dont on peut discuter, hein. Toujours est-il que la France met tout en œuvre pour que ces gens-là ne s'organisent pas de façon militaire. Même si la France va en récupérer un certain nombre après, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans les propres armées françaises. Donc le problème, il est là, c'est que le pays d'accueil ne souhaite pas que les gens qui sont arrivés chez lui à la suite d'un exode aient des comportements belliqueux. Je ne dis pas qu'ils n'y arriveront toujours. Et d'ailleurs, vous avez cité très intelligemment le cas du Liban, qui est tout à fait passionnant, puisque le problème du Liban, c'est que en même temps, il accueille environ 1 500 000 Syriens, mais il refuse d'organiser des camps pour eux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il se rappelle qu'en 1948, notamment, il a organisé des camps pour accueillir des Palestiniens, que du coup, au sein de ces camps, il s'est organisé des formes militarisées, et il n'a pas envie que ça recommence. Y aurait-il une autre question ? J'en aurais une rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes habitué à faire une sorte de prospective en termes démographiques. C'est peut-être politiquement incorrect, mais est-ce que face à cette croissance démographique qui continue, on peut envisager des guerres à venir ? C'est un peu osé et politiquement incorrect de poser la question, mais quelque part, le thème de l'intervention peut aussi nous amener à avoir cette idée dans notre tête. Si vous voulez, la prospective, d'abord la prospective démographique, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de la prospective et pas de la prévision. Donc en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, l'avenir n'est pas écrit, mais l'histoire nous enseigne qu'il n'y a pas de corrélation entre la dynamique démographique et la volonté de faire la guerre. Prenons un exemple récent que nous avons connu dans les années 90. La Serbie a été quand même particulièrement belliqueuse. Ce n'était pas du tout lié à sa dynamique démographique. Sa fécondité était extrêmement faible. Alors pour l'avenir, selon moi, si vous voulez, la grosse difficulté, c'est le problème de gouvernance. Donc effectivement, si dans tel ou tel pays, vous avez une gouvernance qui ne satisfait pas les populations, eh bien, automatiquement, on va entendre des arguments belliqueux vis-à-vis du voisin pour détourner l'attention sur les insuffisances de la gouvernance. Bon, je viens d'ailleurs à nouveau de le vivre cette semaine en Algérie. Nous sommes quand même quelques années après l'indépendance de 1962. Dans les journaux algériens cette semaine, vous avez le ministre qui disait « il faut punir la France ».
je ne sais pas s'il faut la punir ou pas la punir, si vous voulez, mais c'était un ministre qui le disait, hein, c'était pas une association, un tel, etc. Donc clairement, au lieu qu'il y ait un article dans le journal disant, vous voyez, ce gouvernement gère l'économie algérienne de façon extrêmement peu efficace, parce que je vous rappelle que 98% des recettes de l'Algérie, ce sont les hydrocarbures. Et donc, bien entendu, ils sont en grande difficulté avec la baisse du prix des hydrocarbures aujourd'hui. Vous avez un ministre qui détourne l'attention en disant, il y a un grand article, vous voyez, il faut punir la France, parce que François Hollande avait dit, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, pardonnez-moi de citer cet exemple, mais qui est extrêmement courant. Hein. Donc, effectivement, le risque, à mon avis, il est plutôt là. Il est dans le fait, soit à l'intérieur des pays, d'accuser une population minoritaire d'être responsable du malheur du pays. Donc ça, c'est ce que nous avons connu périodiquement dans tel ou tel pays. On l'a connu par exemple en Indonésie, alors je ne me souviens plus de la date exacte, dans les années 60 ou 1970, où à un moment l'économie indonésienne se portait mal. Et le gouvernement a dit, ah ben c'est à cause des Indonésiens d'origine chinoise. Et donc on a vu effectivement des Indonésiens aller tuer des Chinois, aller s'emparer de magasins chinois, etc. Si vous voulez. Donc ça c'est les gouvernements qui détournent l'attention sur leur incapacité. Donc, mais la cause, elle n'est pas démographique en elle-même, c'est l'utilisation d'une réalité démographique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une forte minorité chinoise en Indonésie, hein, mais ce n'est que son utilisation. Donc c'est là le risque de guerre existe, mais il est lié à des décisions géopolitiques. Bon, puisque j'évoquais l'Algérie, prenons le cas de la guerre qui se déroule toujours aujourd'hui au Sahara occidental. Bon, en fait, c'est une guerre entre l'Algérie et le Maroc, incontestablement. Elle n'est pas du tout liée aux évolutions démographiques respectives de l'Algérie au Maroc. Elle est liée à une animosité idéologique entre l'Algérie et le Maroc, dont l'intensité est bien mise en évidence par le fait que depuis 1994, la frontière terrestre entre l'Algérie et le Maroc est fermée, et que la tentative de créer une organisation régionale permettant un meilleur développement de la région, ce qu'on appelle l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, en fait complètement avorté. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui sous-tend toujours les guerres, ce sont des raisonnements idéologiques, même lorsque ces raisonnements idéologiques utilisent des arguments démographiques. Donc, au nom de l'équipe Amiens 2016, je vous remercie sincèrement pour votre intervention.